Que se passe-t-il lorsqu'un homme de 40 ans, déjà retraité, accro aux cigares, au whisky et au paris comme s'il s'agissait d'un sport professionnel, décide de revenir en NBA? La plupart des gens penseraient que c'est la recette parfaite pour un désastre total, n'est-ce pas? Eh bien non, pas si cet homme s'appelle Michael Jordan. Bien sûr, quand on parle de lui, la majorité se souvient de ses 6 bagues de champion, de ses 5 trophées MVP et en général du fait qu'il soit devenu l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Mais ce que beaucoup oublient, c'est son dernier chapitre, ce moment où, vétéran proche de la quarantaine, il fut encore capable de dominer des joueurs qui avaient la moitié de son âge. Alors, la grande question est, pourquoi a-t-il décidé de sortir de sa retraite? Qu'est-ce qui l'a poussé à risquer son héritage? Et surtout, comment a-t-il réussi à accomplir l'un des retours les plus sous-estimés de toute l'histoire du sport? Pour le comprendre, il faut remonter un peu en arrière. Après que Michael Jordan et ses Chicago Bulls n'aient pas réussi à décrocher leur 6e titre en seulement 8 saisons, le destin les a conduits à tenter de remporter le championnat de 1998 en terrain hostile, à Utah. Ils devaient absolument s'imposer lors de ce 6e match, sinon tout se jouerait dans une 7e rencontre dramatique. Mais ce moment n'était pas crucial uniquement parce que Chicago était à une victoire d'un nouvel anneau et de la consécration de sa dynastie. Non, il y avait en jeu quelque chose de bien plus grand. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle glaçante planait dans l'air. Leur légendaire entraîneur, Phil Jackson, allait partir. Le responsable de cette fracture n'était autre que Jerry Krause, le manager général des Bulls, celui qui avait repéré des talents comme Scottie Pippen et qui avait bâti, pièce par pièce, une équipe de 5 championnats. Mais Krause avait en tête un futur radicalement différent pour Chicago. Un futur où, incroyablement, Phil Jackson n'avait plus sa place. C'est pour cela que, quand l'horloge s'est mise à s'égrener lors de ce Game 6 à Utah, des millions de spectateurs à travers le monde ont senti que ce serait peut-être la dernière danse de Jordan sur un parquet. Et pourtant, alors que les Bulls accusaient un point de retard au tableau d'affichage, il restait encore de la place pour un instant de gloire. Or, ce n'était pas la première fois que Michael Jordan prenait sa retraite. Il l'avait déjà fait auparavant et cela alimentait les spéculations des fans. Tôt ou tard, il reviendrait. Cette idée prit encore plus de force lorsque son ancien entraîneur, Phil Jackson, signa avec les Los Angeles Lakers avant la saison 1999-2000. Et quand Jordan fut aperçu lors d'un match des Lakers à la fin de 1999, la presse sportive explosa. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que ces rumeurs étaient vraies. Michael Jordan était réellement sur le point de revenir en NBA pour la saison 1999 à 2000. Mais cette fois, pas en short ni en maillot. Il accepta de devenir président des opérations et, en plus, copropriétaire minoritaire des Washington Wizards, aux côtés de l'actionnaire majoritaire Abe Pollin. Bien sûr, beaucoup se demandaient, pourquoi, à seulement 36 ans, ne pas revenir directement comme joueur? La réponse était simple mais puissante. Même s'il n'était pas inscrit dans l'effectif officiel, Jordan s'entraînait intensément avec les Wizards, participant aux pratiques, poussant les jeunes joueurs et s'imposant comme une influence directe, presque divine, dans leur quotidien. Alors, comment s'est passée sa première année comme président? Eh bien, la vérité, c'est que ce fut un début chaotique. Pendant la saison 2000 à 2001, les Wizards entreprirent un grand ménage. Licenciement de vétérans comme Rod Strickland, transfert de pièces clés comme Juwan Howard et lancement d'une reconstruction totale axée sur la jeunesse. Le résultat immédiat fut catastrophique. L'équipe termina avec l'un des pires bilans de toute la NBA, seulement 19 victoires sur l'ensemble de la saison. Et pourtant, au milieu de ce naufrage, il y avait une lueur d'espoir. Car grâce à ce mauvais bilan, les Wizards obtinrent quelque chose de très précieux, le premier choix de la draft 2001, un privilège qu'ils utilisèrent pour sélectionner le jeune phénomène venu directement du lycée, Kwame Brown. La saison désastreuse des Wizards, avec seulement 19 victoires, laissa un goût amer dans la capitale. Mais tout n'était pas perdu, comme cela arrive souvent en NBA, même dans la défaite peut se cacher une opportunité en or. Grâce à ce résultat calamiteux, Washington s'assura donc le premier choix de la draft 2001. Avec cette sélection historique, ils choisirent un jeune prodige, Kwame Brown, sorti tout droit du lycée. Sur le papier, cela ressemblait au début d'une nouvelle ère. Mais en réalité, c'était une autre idée qui germait, une graine qui commençait à pousser dans l'esprit de Jordan. Durant sa première année complète comme président des opérations, Michael restait très impliqué dans le quotidien de l'équipe. Il passait de longues heures sur le parquet d'entraînement, à enseigner, conseiller et défier les jeunes joueurs comme Richard Rip Hamilton. Et c'est là, au milieu de ces sessions, qu'il commença à ressentir un frisson familier, l'envie de rejouer. Ce feu intérieur, qu'il avait tenté d'éteindre avec du whisky, des cigares et des paris, se ralluma soudain. Jordan fit alors un pas décisif. Il engagea comme entraîneur Doug Collins,
celui-là même qui l'avait coaché lors de ses premières années avec les Chicago Bulls. Et peu de temps après, il surprit le monde entier avec une annonce monumentale. Inspiré par l'histoire de Mario Lemieux, le légendaire joueur de hockey revenu sur la glace après un long retrait, Jordan décida d'en faire autant. Après 3 ans loin de la NBA et approchant désormais la quarantaine, Michael Jordan annonça qu'il rejouerait, cette fois avec le maillot des Washington Wizards. L'impact médiatique fut immédiat. La presse, les fans et même les joueurs commencèrent tous à se poser la même question. Un homme de presque 40 ans, avec un corps usé et un genou rongé par la tendinite, pouvait-il encore rivaliser dans la ligue la plus exigeante du monde? Beaucoup doutaient de lui. Certains disaient que cela n'avait aucun sens. Et d'autres allaient jusqu'à affirmer qu'il s'apprêtait à mettre en péril le plus grand héritage de toute l'histoire du basketball. Mais Jordan, comme toujours, n'écouta pas les voix extérieures. Le premier chapitre de ce nouveau défi s'écrivit durant la pré-saison. Avec le maillot bleu des Wizards, Michael refit son apparition sur le parquet. Et l'incroyable, c'est qu'il le fit comme s'il n'était jamais parti. Quelques minutes à peine après son retour, Jordan offrait déjà des éclairs de sa magie. Dans ce match d'exhibition contre de vieux rivaux, une chose devint évidente. Ce n'était plus le même Jordan dont tout le monde se souvenait. Son explosivité surnaturelle, celle qui lui permettait de s'envoler depuis la ligne des lancers francs pour écraser un dunk, n'était plus là. Le temps lui avait arraché cette puissance. Mais une autre arme avait pris sa place, l'intelligence. Une compréhension supérieure du jeu, une sorte d'échiquier mental où chacun de ses mouvements était une feinte, un piège, un plan parfaitement calculé. Tout cela se vit lors d'un match de pré-saison contre les New Jersey Nets. Les Wizards étaient menés de presque 20 points dès le deuxième quart-temps et le public local, qui espérait un miracle de son nouveau héros, commençait à s'impatienter. Alors, Jordan prit le contrôle. Il savait qu'il ne pouvait plus voler comme avant, que son genou l'empêchait même de bouger librement. Alors, il recourut à son nouveau répertoire, des feintes d'école, des mouvements qui déséquilibraient les défenseurs et surtout ce tir en suspension à mi-distance, devenu sa signature au fil des ans. Peu à peu, panier après panier, il réduisit l'écart. Et le plus surprenant ne fut pas seulement qu'à presque 40 ans, il parvienne à influencer un match NBA. Ce qui était vraiment incroyable, c'est qu'il réussit à entraîner derrière lui une jeune équipe de Washington jusqu'à rivaliser d'égal à égal contre un adversaire beaucoup plus solide. Ce soir-là, l'émotion fut telle que même les commentateurs se rendirent à l'évidence. Jordan était bel et bien de retour, réinventé, plus cérébral que jamais. Bien que l'entraîneur Doug Collins ait décidé de le retirer prématurément pour éviter tout risque avant la saison régulière, Michael avait déjà envoyé un message clair. Il n'était pas là pour faire du tourisme. Il était de retour, et il comptait bien le prouver. Mais la question restait inévitable. Pourrait-il reproduire ce niveau dans les matchs officiels? Serait-il capable de tenir le rythme d'une saison régulière de 82 rencontres? Le monde entier allait bientôt le découvrir. Le calendrier réservait une date spéciale. Les Washington Wizards s'apprêtaient à affronter les New York Knicks dans le lieu préféré de Michael Jordan, le mythique Madison Square Garden. Ce théâtre chargé d'histoire et de rivalité avait été le témoin de certaines des plus grandes performances de Jordan avec les Chicago Bulls. Désormais, pour son deuxième retour, ce serait aussi le lieu où il inscrirait son tout premier point officiel en NBA avec le maillot des Wizards. Et ce n'était pas tout. Sur le terrain, on pouvait voir qu'il retrouvait quelque chose que beaucoup croyaient perdu. Rappelons un détail que peu de gens ont oublié. Après avoir remporté le championnat en 1998, Jordan profitait de sa retraite bien méritée. Mais un accident domestique faillit le mettre hors jeu à jamais. En essayant de couper un cigare avec un coupe-cigare, il s'entailla profondément le tendon de l'index de la main droite. Une blessure qui souleva d'énormes doutes même en lui-même. Pourrait-il encore tirer le ballon avec la même précision qu'avant? Cette question restait en suspens jusqu'à ce match. Et justement, alors qu'il ne restait que 20 secondes à jouer et que les Wizards accusaient 3 points de retard, le destin mit cette main blessée à l'épreuve. Washington avait besoin d'un tir salvateur s'il voulait quitter le Madison Square Garden avec une victoire. La question était, comment allait répondre MJ? La réponse arriva seulement 2 nuits plus tard, lors de son deuxième match officiel avec les Wizards. Jordan entama la rencontre comme il le faisait dans ses meilleures années, concentré, calculateur, imposant son rythme. Mais ce qui se produisit ensuite laissa tout le monde bouche bée. Rappelons un autre détail, il s'agissait d'un match à l'extérieur, à Atlanta. Et pourtant, à 38 ans, Jordan surprit le public avec une action digne de son répertoire de jeunesse. Un dunk en plein match, puissant, électrique, qui fit exploser la salle.
Et il ne s'arrêta pas là. Il continua d'attaquer la défense des Atlanta Hawks avec son talent inépuisable. Il offrit même aux fans une action vintage, un up and under, sous le cercle qui fit remonter les souvenirs à l'époque dorée des Bulls. Ce soir-là, Jordan termina avec 30 et un point personnel, et plus important encore, les Wizards rentrèrent à Washington avec leur première victoire de la saison. Le battage médiatique était réel, le mythe était toujours vivant. Mais en basketball, l'euphorie peut être de courte durée. Malgré une victoire au match suivant, quelque chose commençait à se remarquer dans le rendement de Michael. Ses pourcentages au tir étaient inquiétants, à peine 37% de réussite. Et combiné à une série de 5 défaites consécutives des Wizards, les doutes se multiplièrent. Était-ce l'annonce d'un échec inévitable? Était-il en train de prouver que son retour était une erreur? Certains allaient même jusqu'à lancer des comparaisons cruelles. Passerait-il de Air Jordan à Floor Jordan? Le temps et les prochains matchs allaient apporter la réponse. Le premier adversaire de cette liste avait une symbolique particulière, le Utah Jazz, la même équipe que Jordan avait anéanti en 1998 avec ce tir légendaire qui avait scellé son 6e titre. De retour au Energy Solutions Arena, Jordan savait qu'il lui appartenait de redresser la barre des Wizards. Et il le fit de la manière qu'il connaissait le mieux, avec intelligence, patience et l'utilisation létale de son jump shot à mi-distance. Chaque fois qu'Utah tentait de le piéger avec des prises à 2, il trouvait un espace. Chaque fois que l'horloge des 24 secondes expirait, son tir chirurgical apparaissait. Tout au long du match, Jordan martyrisa la défense du Jazz, rappelant à tous que l'esprit et la technique pouvaient compenser la perte d'explosivité. Mais le dénouement ne fut pas celui espéré. Malgré l'exhibition de MJ, ce fut Utah qui repartit avec la victoire vers Salt Lake City. Et le pire restait à venir. À mesure que novembre touchait à sa fin, Jordan et ses Wizards sombrèrent dans la pire série noire de toute sa carrière. 8 défaites consécutives. C'était un coup très dur, les critiques s'intensifiaient, les fans perdirent patience et, plus inquiétant encore, même l'entraîneur semblait à court de solutions. La saison de Jordan à Washington atteignait son point le plus sombre. Le panorama était désolant. 8 revers d'affilée, un coach sans réponse et un public qui considérait déjà les playoffs comme un rêve impossible. Le projet Jordan paraissait s'effondrer avant même d'avoir commencé. Mais, comme tant de fois dans sa carrière, Michael n'était pas prêt à abandonner. L'occasion de changer le cours des choses arriva lors d'un duel électrisant. Son premier affrontement contre le MVP de la saison 2001, Allen Iverson. Le choc avait tout d'un symbole. La vieille légende de 38 ans contre la nouvelle star de la ligue. Jeune, explosive et sous tous les projecteurs. Jordan comprit qu'il était temps d'envoyer un message, non seulement à Iverson, mais à toute la NBA. Et il le fit grâce à ce qui devenait sa nouvelle arme fatale, son intelligence. Avec une maîtrise parfaite des fondamentaux, un jeu de pieds affûté et une infinité de ressources techniques, Jordan désarma ses adversaires un par un. Chaque feinte, chaque step back, chaque pivot, c'était une véritable leçon de basketball en temps réel. Le résultat fut spectaculaire. 30 points pour Jordan et, surtout, la première victoire de Washington depuis des semaines. Ce match ne fut pas seulement un triomphe au tableau d'affichage. Il marqua un tournant, la confiance revint et avec elle, l'espoir. Dans les 12 matchs suivants, les Wizards réalisèrent l'impensable, 10 victoires. Leur bilan s'améliora jusqu'à afficher 2 matchs au-dessus des 50% de victoires et soudain, les playoffs n'avaient plus rien d'une utopie. Et puis, en décembre, se produisit l'inattendu. Lors d'un match contre les Indiana Pacers, Jordan réalisa l'une des performances les plus surprenantes de toute sa carrière. À 38 ans, après 3 saisons de retraite, il inscrivit la vertigineuse somme de 51 points. Mais le plus choquant restait à venir. Le match suivant, contre les New Jersey Nets, sa domination continua. Non seulement il réussit des tirs impossibles avec faute à la clé, mais il marqua exactement son numéro de maillot, 23 points rien qu'en première mi-temps. Et à un moment donné, il aligna 22 points consécutifs sans rater le moindre tir. Imaginez cela. Après avoir disputé l'un des pires matchs de sa carrière quelques jours auparavant, Jordan revint et écrasa 2 adversaires de premier plan avec des performances à 51 et 45 points lors de soirées consécutives. À cet âge et dans ses conditions physiques, ce qu'il fit relevait tout simplement de l'irréel. Mais la folie ne s'arrêta pas là. Lors de sa première confrontation officielle contre les Chicago Bulls, l'équipe qui avait fait de lui une légende, Jordan offrit encore un spectacle. Beaucoup pensaient que le moment le plus spécial de ce match serait lorsqu'il atteindrait la barre des 30 000 points en carrière. Mais non, ce qui se produisit en seconde mi-temps laissa tout le monde sans voix.
Car si la plupart se souviennent de Jordan comme d'un dieu offensif, la vérité est qu'il fut aussi un défenseur d'élite. En 1988, par exemple, il fut non seulement élu MVP de la NBA, mais aussi défenseur de l'année, un doublé rarissime dans l'histoire. Et ce soir-là, face à Chicago, il prouva qu'à presque 40 ans, même avec moins d'explosivité, il restait un mur défensif. Sa force physique et son intelligence tactique étaient intactes. Avec ses armes, il contribua à transformer les Wizards en une équipe respectée aussi pour sa défense lors de la campagne 2001-2002. Bien sûr, son attaque demeurait le moteur principal, et cela devint encore plus évident face à un jeune Kevin Garnett et ses Minnesota Timberwolves. Une fois de plus, Jordan prit les commandes, punissant avec des tirs impossibles et maintenant en vie le rêve des playoffs. En cette fin de mois de janvier, l'heure était venue d'affronter les Cleveland Cavaliers. Jordan débuta le match de manière hésitante, maladroite, ce qui était compréhensible pour un homme de 38 ans ayant passé les 3 dernières années à profiter des plaisirs de la retraite. Mais lorsque le jeu l'exigea, le compétiteur féroce refit surface. À ce moment-là, ses moyennes étaient impressionnantes. 25,1 points, 6,2 rebonds et 5,1 passes par match. Et le plus important, il atteignait 2 objectifs. D'abord, montrer l'exemple à toute une nouvelle génération de joueurs. Ensuite, guider ses Wizards vers une saison victorieuse. Les Wizards avaient atteint un bilan positif de 25 victoires pour 20 défaites et tout indiquait que Michael Jordan était en passe de réaliser son deuxième grand objectif, emmener Washington en play-off. Mais juste avant le All-Star Break, le coup le plus dur tomba. Lors d'un match précédant la pause, quelque chose n'allait pas. Jordan commença à ressentir une douleur aiguë au genou, une gêne qui limitait chacun de ses mouvements. Pour n'importe qui, cette blessure aurait signifié l'arrêt, l'acceptation de la réalité. Mais Michael n'était pas n'importe qui. Comme il l'avait fait tant de fois dans sa carrière, il décida de lutter contre la douleur. Quelques jours plus tard, il était présent au All-Star Game 2002, jouant des minutes et démontrant qu'encore meurtri, il demeurait un symbole vivant de compétitivité. Et de retour en saison régulière, il régala face aux Phoenix Suns. Tir impossible, leadership total, éclair de sa grandeur éternelle. Cependant, la douleur devenait insupportable. Bien qu'il manquât un match pour tenter de récupérer, la réalité était claire. Son genou ne lui permettait plus de jouer à son meilleur niveau. Finalement, les médecins confirmèrent l'inévitable. Jordan devait passer par la case opération, une chirurgie destinée à soulager la douleur et sauver autant que possible ce qui restait de sa saison. Cette intervention le plaça en doute pour le reste de l'année. Toute la NBA craignait que ce soit le dernier chapitre. Mais Michael, une fois encore, défia les attentes. 11 matchs plus tard, il fit son retour et quasiment en boitant, inscrivit 34 points en seulement 26 minutes contre les Milwaukee Bucks. Littéralement, il jouait sur une seule jambe. Le problème, c'est que le basketball est un sport collectif et sans leur star à 100%, les Wizards commencèrent à dégringoler au classement. Défaite après défaite, le rêve des playoffs s'évanouissait. Au terme de la campagne, Washington resta en dehors de la post-saison. Cela dit, il faut replacer les choses dans leur contexte. Avec Jordan dans l'effectif, les Wizards avaient gagné 18 matchs de plus que la saison précédente. Un bond énorme, mais son état physique laissait une énorme incertitude. Pouvait-il réellement les mener jusqu'à la terre promise? Et oserait-il jouer une saison de plus? La réponse arriva rapidement. Avant même que les fans aient le temps de spéculer, Jordan, toujours impliqué dans les bureaux de la franchise, commença à bouger des pions. Il transféra Rip Hamilton, l'une des jeunes promesses, en échange de l'All-Star Jerry Stackhouse. Il ajouta aussi Larry Hughes et rappela son vieux compagnon de bataille, le rugueux Charles Oakley. Et puis, il fit l'annonce que tout le monde attendait. La saison 2002 à 2003 serait sa dernière en NBA. Pas d'excuses, pas de doute, ce serait son adieu définitif. Contrairement à 1998, où son retrait fut brutal, cette fois-ci, il aurait droit à une véritable tournée d'adieu, un farewell tour à travers toutes les salles, recevant l'hommage de chaque public. Pour un champion 6 fois couronné, cette paix était inestimable. Mais cette ultime saison n'allait pas être une promenade nostalgique. S'il voulait vraiment se battre pour un dernier voyage en play-off, il devait affronter des batailles terribles. Et la première d'entre elles fut contre l'un de ses disciples, Kobe Bryant. Jordan, qui au début de cette campagne sortait du banc pour économiser ses minutes, entra en jeu et marqua ses premiers points avec Kobe en face, le défendant comme s'il s'agissait d'une finale. Ce fut un duel chargé de tension, de respect et de compétitivité. Le match se décida dans les derniers instants, avec un score serré. Jordan eut entre ses mains 2 lancers francs cruciaux.
et les manqua. Les Lakers remontèrent et arrachèrent une victoire qui fit très mal. Avec seulement 2,9 secondes restantes, les Wizards eurent une dernière possession et tout le monde savait qui tirerait. Mais cette fois, la magie ne fut pas au rendez-vous. Quelques semaines plus tard, contre les Philadelphia 76, lors de son premier match comme titulaire de cette dernière saison, l'histoire lui donna une nouvelle opportunité. Avec 5,4 secondes restantes au chronomètre, Jordan eut de nouveau le ballon pour gagner. Cette fois encore, il ne parvint pas à conclure, et Washington s'inclina pour afficher un bilan de 6 victoires et 10 défaites. Les doutes revenaient de plus belle. Un homme de presque 40 ans pouvait-il encore rivaliser nuit après nuit en NBA? Ou bien la réalité du temps finissait-elle par rattraper le plus grand de tous les temps? Jordan savait parfaitement ce qui était en jeu. Le match contre les Milwaukee Bucks était vital si Washington voulait maintenir vivantes ses aspirations. Il ne pouvait pas échouer. Mais ce soir-là, il décida de changer d'approche. Plutôt que de s'épuiser à tenter de retrouver l'explosivité de ses jeunes années, il choisit un chemin plus intelligent. Face au jeune Michael Redd, en pleine ascension, Jordan misa sur la simplicité, se déplacer sans ballon, provoquer des fautes et exploiter ses espaces en moyenne distance où un simple dribble suffisait pour armer un tir imparable. Le résultat fut sans appel, 25 points pour un homme qui approchait la quarantaine. Mais plus important encore, ce match représentait une première pièce de domino dans ce qu'il espérait être une série de victoires pour redonner vie aux Wizards. Une semaine plus tard, arriva un duel spécial, l'unique confrontation entre Jordan et son ancien coéquipier Scottie Pippen, désormais avec les Portland Trail Blazers. Et Michael, fidèle à son style, garda la même intensité, prouvant qu'il pouvait encore briller face à de vieilles connaissances. Le problème, c'est qu'au-delà de ses performances individuelles, l'équipe continuait à montrer des signes de faiblesse. Après cette victoire contre Milwaukee, Washington ne signa qu'un bilan de 2 victoires pour 3 défaites, se retrouvant à nouveau en négatif, 4 matchs en dessous des 50% et s'éloignant dangereusement de la course aux playoffs. Beaucoup commençaient à se demander: n'était-il pas temps que Jordan accepte la réalité et raccroche définitivement les baskets? Mais Michael ne connaissait pas le mot reddition. Le défi suivant se jouait à Atlanta. Et là, avec l'orgueil blessé et la pression sur ses épaules, il décida de rappeler au monde pourquoi il était le compétiteur le plus impitoyable que la NBA ait jamais connu. Avec cette mentalité qu'il avait toujours définie, prendre tout personnellement, comme si chaque action était une question d'honneur, Jordan démantela la défense adverse. Jouant avec une combinaison de simplicité et de génie, il marqua quand son équipe en avait le plus besoin et conclut par un lay-up spectaculaire qui scella la victoire. 30 points au compteur et surtout un succès vital. Mais ce n'était que le début. Le lendemain soir, contre les Memphis Grizzlies, il le prouva encore. Ses feintes étaient indéfendables, ses mouvements déstabilisaient n'importe qui et son instinct assassin demeurait intact. Résultat, 33 points supplémentaires et une deuxième victoire consécutive pour Washington. Le calendrier marquait le début de l'année 2003, mais les comptes ne s'équilibraient toujours pas. Avec seulement 15 victoires pour 17 défaites, l'équipe restait sous la barre des 50%. Si Washington voulait vraiment atteindre la post-saison, Jordan savait qu'il devait encore hausser son niveau d'intensité. Le duel suivant était contre un vieux rival, Reggie Miller et ses Indiana Pacers, un affrontement entre deux légendes du tir et de la compétitivité. Jordan entama la rencontre à sa manière habituelle, punissant depuis la moyenne distance. Mais ce qui se produisit en seconde mi-temps laissa tout le monde sans voix. D'abord, une action spectaculaire où, presque comme un Harlem Globetrotter, il exécuta une passe impossible depuis le sol. Mais le plus incroyable arriva ensuite. À 39 ans, Michael Jordan s'éleva au-dessus du géant Jermaine O'Neal pour claquer un dunk monumental. Le public explosa, le temps semblait s'être arrêté. Et comme si cela ne suffisait pas, dans la deuxième prolongation, Jordan prit la responsabilité de conclure le match. Il inscrivit 2 tirs décisifs, ajoutant 4 points à son total de 41 cette nuit-là, et, surtout, offrant aux Wizards une victoire indispensable. Ce match ne fut pas seulement une victoire au tableau d'affichage, ce fut un message direct à toute la NBA. Jordan pouvait être vieux, diminué, mais son instinct de gagnant restait intact. Dans les 5 matchs suivants, il afficha une moyenne régulière de 18,3 points par rencontre, ce qui permit aux Wizards d'atteindre enfin le fameux équilibre, un bilan de 50%. Pour la première fois de la saison, l'équipe se trouvait en position stable, et ce qui allait arriver ensuite allait être encore plus incroyable. Le match suivant des Wizards se jouait contre le Orlando Magic.
Là, les attendait Grant Hill, star de l'équipe et l'un des talents les plus respectés de sa génération. Hill souffrait d'une blessure à la cheville si grave qu'il aurait dû mettre fin à sa saison. Mais malgré tout, il voulut s'offrir un cadeau personnel, défendre une dernière fois son idole, Michael Jordan. Et bien sûr, Jordan, fidèle à lui-même, ne lui laissa aucun répit. Ce soir-là, avec un arsenal de tirs impossible, il marqua 32 points, dans un effort qui finit par aggraver encore la blessure de Hill, et, en prime, permit aux Wizards de repasser au-dessus des 50% pour la première fois de cette campagne. Le rêve des playoffs semblait enfin, réellement, à portée de main. Mais la NBA est impitoyable. À mesure que l'All-Star Break approchait et que l'anniversaire des 40 ans de Jordan se rapprochait, Washington retomba en chute libre. Une série de défaites les laissa 4 matchs sous la barre des 50%. Le coup le plus symbolique fut une performance terne de 11 points lors de ce qui allait être la dernière apparition de Jordan au United Center de Chicago. Un retour à la maison qui ne fut pas à la hauteur de sa légende. Et les mauvaises nouvelles ne s'arrêtaient pas là. Avant un match contre les Charlotte Hornets, les Wizards perdirent 2 pièces clés, Jerry Stackhouse et Larry Hughes. La responsabilité reposait une fois de plus presque entièrement sur Michael. Avec le calendrier qui avançait et les playoffs qui s'éloignaient, Jordan sortit l'artillerie. À quelques semaines de ses 40 ans, il recommença à inscrire des tirs impossibles, en suspension derrière le panneau avec des pull-ups parfaits et en attaquant le cercle avec sa détermination habituelle. Il fut si dominant que même les commentateurs, pourtant habitués aux miracles sur le parquet, n'en croyaient pas leurs yeux. Résultat, 45 points pour Jordan et une victoire cruciale pour Washington. Soudain, les Wizards n'étaient plus qu'à un match d'atteindre les 50%. Pouvaient-ils vraiment rêver d'une dernière poussée vers les playoffs? Avant de répondre à cette question, un événement très spécial se profilait, le All-Star Game de 2003. Les fans l'avaient élu, mais Jordan n'allait pas débuter dans le 5 majeur, jusqu'à ce qu'un geste légendaire survienne. Vince Carter, star des Raptors et héritier naturel du spectacle en NBA, décida de céder sa place dans le 5 initial comme un hommage. Ainsi, Michael participa à son 13e All-Star Game comme titulaire dans ce que beaucoup considéraient comme un moment symbolique, le passage de témoin entre le maître et ses successeurs. Les spectateurs purent savourer un duel plein de respect, mais aussi de fierté compétitive entre mentor et disciple. Après la fête du All-Star, cependant, la réalité reprit ses droits. Washington retomba dans les défaites. Le temps filait et la qualification en play-off s'éloignait. Jordan fêta ses 40 ans le 17 février, et comme toujours, il le fit sur le parquet en se battant. Face aux New Jersey Nets, il savait qu'il devait accomplir l'impossible pour sauver la saison. Et même si son genou et son dos le faisaient souffrir, l'essence du compétiteur demeurait intacte. Pour lui, peu importait l'âge, la douleur physique ou la perte d'explosivité, un seul mot comptait, gagner. Avec 40 secondes restantes et les Wizards menés d'1 point, c'était Michael qui portait la responsabilité de décider. Cette mentalité d'assassin, ce feu intérieur, brûlait encore avec la même intensité qu'en 1998. Et la preuve définitive arriva quelques jours plus tard, lors d'un duel contre les Houston Rockets. En face se dressait l'imposant Yao Ming, un géant de 2,29 mètres. Jordan, à 40 ans, ressemblait à un guerrier affrontant un colosse mythologique. Le match alla jusqu'au bout. Jordan manqua le tir pour gagner dans le temps réglementaire, mais il ne renonça pas. En prolongation, il sortit une action impossible, un and-one sur Yao Ming, esquivant le géant et marquant avec le contact. L'action fut si incroyable que les fans explosèrent de joie. Avec cette étincelle et une défense acharnée durant l'overtime, Jordan guida les Wizards vers une victoire dont ils avaient désespérément besoin. Mais la réalité restait cruelle. À 40 ans, son corps payait le prix de chaque bataille. Le corps de Jordan commença à envoyer des signaux clairs de détresse. Lors d'un match contre les Toronto Raptors, des douleurs dorsales intenses l'obligèrent à quitter le terrain prématurément, victime de spasmes sévères. Un rappel cruel. Le temps finit toujours par présenter la facture, même au plus grand de tous. Et pourtant, quelques jours plus tard, en mars, il réussit à inscrire 39 points contre les New York Knicks. Mais malgré son exploit, Washington perdit la rencontre. Cette défaite alluma les alarmes même au sein de l'organisation. La saison des Wizards était en train de s'effondrer. La vérité, c'est que Michael continuait à performer à un niveau extraordinaire. Il affichait encore des moyennes de 21 points, 6,7 rebonds et 3,8 passes en pleine ligne droite finale.
Des chiffres qui, pour un joueur de 40 ans, tenaient presque de la science-fiction. Mais même cela ne suffit pas. L'élan final des Wizards resta insuffisant et le rêve de retrouver les playoffs s'éteignit. Et ainsi, le moment inévitable arriva. Pour la dernière fois de sa carrière, Michael Jordan dit adieu au basketball qu'il aimait tant. Son retrait définitif ne fut pas seulement un au revoir, mais aussi un exercice de réflexion. 15 années de carrière professionnelle, de multiples titres, d'innombrables records et un héritage que nul n'égalerait jamais. Cependant, l'histoire de Jordan avec les Wizards allait connaître une fin amère. Abe Pollin, le propriétaire qui l'avait fait venir dans la franchise et lui avait donné du pouvoir en tant qu'exécutif, prit une décision inattendue. Malgré un accord verbal qui prévoyait que Michael reprenne son rôle d'actionnaire minoritaire et de président de l'équipe pour la saison 2003-2004, Pollin décida de le licencier. Avec cette décision, ce n'était pas seulement la carrière de joueur de Jordan qui se terminait, mais aussi son lien dirigeant avec Washington. À première vue, les 2 années de Jordan aux Wizards n'apportèrent ni championnat ni playoff. Mais ceux qui ont vécu cette époque se souviennent de quelque chose de plus profond. Ils se rappellent d'un homme qui, jouant pratiquement sur une seule jambe, faillit entraîner son équipe jusqu'à la post-saison en 2002. Ils se souviennent aussi que, lors de sa dernière saison, à 40 ans passés, il eut la force de disputer les 82 matchs de la saison régulière, un exploit qui paraissait impensable. Son passage à Washington laisse une question inévitable. Si Phil Jackson était revenu aux Bulls pour la saison 1998 à 1999, Jordan aurait-il conquis une bague supplémentaire? Ou bien s'était-il retiré exactement au bon moment, laissant intacte l'œuvre maîtresse de sa carrière? La réponse varie selon à qui vous la posez. Mais une chose demeure certaine, Michael Jordan, même dans ses dernières années, restait un phénomène irrépétible. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu es arrivé jusqu'ici, prépare-toi à être surpris par ce qui vient ensuite, car YouTube a toujours une recommandation inattendue à te proposer. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Qui sait, peut-être découvriras-tu une histoire encore plus incroyable.